il y a quelqu'un pendant tout ce temps-là qui écrivait et qui s'est offert pour faire le mot final de l'après-midi. Il s'appelle Jean Orvet. Il manque plus qu'une trompette et puis c'est bon. Je vais passer là. Je vais passer de ce côté. Pas de pression, hein. On y va relax. Je suis à peu près dans le même état fébrile que mes collègues ce matin. Et puis Pierre, tu es le gardien du temps, donc tu m'arrêteras si je déborde. À 3 heures, c'est fini. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lancer un appel pour des participants à une nouvelle recherche que je voudrais commencer bientôt. Alors, je vais vous le dire, je vais en profiter. Voici de ce dont il s'agit. Il semble avéré que l'apprentissage par cœur des tables de multiplication ou des choses comme l'orthographe lexicale pourrait être renforcé si, pendant les séances d'apprentissage, on utilise une baguette de bois pour frapper vigoureusement à l'intérieur de la paume ouverte de l'élève à chaque erreur qu'il commet, car la brève douleur ressentie s'accompagne d'une sécrétion de neurotransmetteurs renforçant la rétention d'informations, liant le souvenir de la douleur et le souvenir de l'information à retenir. Alors j'aimerais vérifier par l'expérience la congruence de cette méthode avec les autres techniques. Employées dans les écoles alternatives. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça vous pose problème? Ça bouge? Bon, mais au fond, qu'est-ce qui vous choque? C'est pourtant une voie possible pour l'enseignement efficace basé sur de possibles données probantes de la recherche. Mais ce qui vous choque, c'est la contradiction avec vos valeurs en éducation et conséquemment avec les valeurs que vous souhaitez voir mises en œuvre dans la recherche elle-même. Parce qu'en effet, les choix pédagogiques et éducatifs, ils s'effectuent ultimement et fondamentalement sur une base éthique. Et je pense, et je suis convaincu à vous avoir entendu aujourd'hui, vous en serez d'accord, il doit en être de même pour les choix en recherche. Et la recherche, en particulier en éducation, ce n'est pas de la R&D, recherche et développement, de la recherche d'efficacité. C'est essentiellement une démarche dubitative, prudente, d'accompagnement des praticiens, pour un approfondissement de ce qu'on pourrait appeler leur art de faire. À ce titre, la recherche est scrupuleuse. Un scrupule, le scrupulus en latin, très joli petit mot, c'est le petit caillou qui se met dans le soulier et qui vous empêche de marcher automatiquement sans y penser. Et c'est le scrupule qui fonde la recherche. C'est l'obsession d'interroger le ça va de soi pour lui faire rendre raison, pour en éclairer les raisons. Et l'expérience vécue nous montre, et là je vais essayer de répondre peut-être un petit peu à la question, c'était Victor, c'est ça tout à l'heure qui posait la question sur qu'est-ce que c'est la recherche. On y est là. C'est l'obsession donc d'interroger le ça va de soi. Et l'expérience vécue nous montre que dès lors qu'on éclaire quelque chose, on crée ipso facto une ombre derrière cette chose même. Et cette ombre, elle dessine le nouveau territoire d'une recherche possible. Et ainsi, ce que la recherche agrandit, ce n'est peut-être pas d'abord la connaissance, mais surtout la conscience de l'ignorance qui en est le moteur. Donc ça, c'était un petit préambule pour situer les choses. Je voulais juste quand même aussi faire comme mes collègues, me présenter brièvement. Je travaille ici à l'UQAM depuis 6 ans maintenant, mais auparavant, j'étais surtout d'abord un enseignant pendant une trentaine d'années. Je crois que j'ai parcouru un peu le bateau de la cale au pont dans tous les sens, avec à peu près tous les types d'élèves. Une prédilection particulière pour les enfants et adolescents avec des déficiences intellectuelles et des troubles associés à cela. Mais aussi, mon lien avec les pédagogies alternatives, finalement, il s'est réveillé quand je suis allé pèleriner à la Tortue des Bois. J'ai l'impression de revenir à une école dans laquelle j'ai travaillé une dizaine d'années, il y a quelques temps de ça. Bon. Voilà.
Alors, je dis ça parce que ça m'amène à dire que je voudrais d'abord peut-être commencer par cette espèce de conclusion, par rendre hommage au courage des acteurs que vous êtes, que nous sommes tous, on va dire, qui acceptent de se laisser interroger, de se questionner, de se laisser interroger par la recherche, mais parce que vous-même, vous vous laissez intérieurement interroger. Et ça vous donne le droit, ça nous donne le droit, comme on l'a fait cet après-midi, et je trouve que c'est quand même vraiment une expérience exemplaire, et je suis très heureux qu'on l'ait enregistré, ça donne le droit d'interroger la recherche, qui n'est pas en position de surplomb par rapport à ça. Parce qu'en fait, elle tire sa richesse du déjà là dans les écoles. Pas de fonctionnement tel que vous l'avez au quotidien, pas de recherche, en tout cas pas de recherche avec vous. Voilà, donc ce ne sera pas le mot de la fin, parce que cette rencontre conjointe, je crois que c'est comme ça aussi qu'on l'a conçue quand on y a réfléchi, c'est une ouverture. Donc là, si Pierre, il me reste quelques minutes, je vais vous partager quelques notes à chaud. C'est un peu mélangé, j'ai mis des numéros sur des tables de mouche, je ne vous dis pas, c'est assez terrible. Je vais dire ce que je retiens. Je suis comme vous, vous avez pris des notes, mais moi voilà, j'ai filtré à ma manière. J'ai retenu l'idée d'une recherche qui est une recherche qui fait appel au récit, à la narration, et quelque chose de cet ordre. Parce qu'on a parlé de recherche compréhensive, et on a parlé aussi d'une recherche qui peut réaliser cela à travers la rencontre. Et qui dit rencontre dit, et j'aime beaucoup ce mot poétique, j'espère qu'on va le saisir, qui dit sérendipité, c'est-à-dire le hasard des rencontres, ce qui va surgir de ce qui est a priori imprévisible. Le jour, pour prendre mon exemple personnel, où je me suis étonné à l'oreille de Pierre de ce qui était dans les 17 conditions, j'avais aucune idée que le 12 octobre 2018, on allait évoquer ce qu'on fait aujourd'hui, travailler comme ça. Donc ça c'est une dimension à accepter. Du coup, j'ai perdu le point 4, ah bah oui, il est là. Et je pense en particulier, parce que ça c'était la préoccupation, la thématique de notre recherche à Mélanie Hamon, mais aussi on l'a vu dans d'autres recherches, une recherche inclusive, c'est-à-dire une recherche dans laquelle chacun trouve sa juste place. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé ce que ça veut dire vraiment inclusif. Et ça, c'est un contexte dans lequel chacun est à l'aise. Et j'espère qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, d'entre vous, a été à l'aise dans ce qui se passait. Ensuite, cette recherche dont on parle, je trouve qu'elle a aussi cette qualité peut-être de pouvoir donner la chance à de jeunes chercheurs, de nouveaux chercheurs, de laisser émerger de nouvelles questions autour de thématiques rapidement, éducation inclusive, pratique réflexive, avenir des élèves, partenariat, collaboration, coéducation. Il y a du pain sur la planche. Je veux dire qu'on est vraiment au tout début de ce qu'on est en mesure de pouvoir faire. Puis après ça, pour rentrer un peu plus dans comment ça se déroule une recherche en contexte des écoles alternatives, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui viennent nous travailler, on l'a dit un peu, on ne fait pas tout à fait comme d'habitude. Par exemple, dans l'ordre du déroulement. Ce matin, ça a été évoqué à propos des demandes de subventions, mais plus largement que ça, la construction de la problématique, de la question de recherche, parce que ça s'élabore ensemble, c'est quelque chose qui ne prend pas tout à fait la même tournure que quand on arrive avec ses instruments et on vient faire son petit chantier à un endroit ou à un autre. Ensuite, ça amène à imaginer des outils de recherche qui sont originaux, qui sont adaptés, des moyens de collecter de l'information, des données et de les travailler. On avait saisi, par exemple, pour ce qui nous concerne, l'année dernière, cette extraordinaire occasion des 5 rencontres conjointes dans une année pour pouvoir travailler sur 5 thèmes, recueillir une documentation qui est extrêmement riche et qu'évidemment, on aura un immense plaisir à repartager avec vous et à donner les moyens de la commenter et que ça continue. En tout cas, les écoles alternatives, pour l'expérience que j'en ai, c'est un terrain où le chercheur peut devenir un familier. J'aime bien aussi utiliser le terme d'allié, d'alliance dans nos façons de faire. C'est une recherche aussi, la recherche en éducation, alors plus largement, c'est toujours une recherche qui mobilise différentes disciplines, qui forment les sciences de l'éducation. Je crois qu'il faut bannir le terme la science de l'éducation, parce que sous-jacent là-dedans, dans les présentations que vous avez entendues ce matin, quel que soit l'angle sous lequel les choses ont été évoquées, on a bien eu, ça n'a pas été très systématiquement nommé, mais
en filigrane, vous entendiez qu'il était question de pédagogie, qu'il était question de sociologie, qu'il était question de philosophie, qu'il était question de sciences de la nature, qu'il était question d'histoire de l'éducation. Et à ce titre, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse avec la terminologie de l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, prenons le temps de regarder ce qui a été fait avant nous. J'ai cité il y a quelque temps un petit texte qui me paraissait définir assez exactement ce qu'est l'éducation inclusive. Ceux qui l'ont entendu se sont dit « Ah oui, c'est vraiment une très belle formulation. C'est une formulation de Grégoire le Grand, 6e siècle. » Donc, je veux dire, nous avons aussi de grands ancêtres en pédagogie. Nous ne sommes pas une pratique, une praxis neuve. Nous sommes une praxis ancienne. Ensuite, de ce que j'ai retenu aussi aujourd'hui, tous chercheurs, depuis les enfants et leurs projets, tous des appreneurs, toutes des personnes agitées de ce qu'on pourrait appeler la libido-siendi, le désir d'apprendre. On cherche à ce que ce désir d'apprendre habite nos élèves, les enfants, et ben voilà, on n'a jamais quitté cette posture-là. Ça a été dit de mille manières, toutes plus habiles les unes que les autres, mais c'est ça que je voudrais en retenir. Est-ce que nous serions alors des Monsieur Jourdain de la recherche? Oui, mais parfois, certains d'entre nous ont quelques marottes. On les appelle des chercheurs. Ils ont une boîte à outils, tout à l'heure ça a été souligné, un petit peu spécifique, qui cherche à identifier des buts, des cadres de réflexion, des outils de recueil de données, de traitement des données, mais tout ça doit rester partageable. Et puis, enfin, je retiens l'idée, évidemment, des chercheurs pour soutenir les acteurs de l'école, mais au même titre qu'évidemment, vous l'avez compris, les acteurs de l'école soutiennent aussi la recherche. Ce que vous avez dit cet après-midi, c'est du bonbon pour nous. Ça nous encourage, le cosmonaute est dans les airs. Voilà. Et puis, je finirai simplement en disant, néanmoins, dans tout ça, il faut penser qu'il y a, on a évoqué quand même des limites, des questions en tout cas, qui restent à travailler, qui restent pendantes. Le rapport, par exemple, et l'utilité de la recherche vis-à-vis de la formation initiale des enseignants. Y a-t-il une nécessité de penser une formation même qui serait spécifiquement orientée pour ces enseignants vers les écoles alternatives, au risque peut-être, je ne sais pas, ça m'a traversé l'esprit, d'isoler au fond une certaine forme d'école. Bon, ça reste à réfléchir, de ne pas s'y enfermer et de ne pas se trouver dos au mur, obligé de se justifier à nouveau de la raison pour laquelle on fonctionne comme ça. Mais après tout, la recherche, c'est aussi l'acceptation de la controverse, de la confrontation, de la remise en question. Donc, mais ça reste à penser. Ensuite, on a vu qu'il y avait aussi la question d'un investissement nécessaire en énergie et en temps et en potentiel émotionnel. Ben oui, c'est vrai, ça existe. Pas le nier, il ne faut pas dire que c'est que du fun et tout. Il y a des belles journées comme ça, qu'à des moments donnés, devant sa table de travail, le chercheur transpire un peu en se demandant bien qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de tout ça, comment il va pouvoir traiter autant de données, mais aussi évidemment, et d'abord vous, les parents, les enseignants, les directions d'école, vous avez aussi une activité quotidienne qui demande à être respectée, on va dire, dans ses priorités. Enfin, on a cité aussi la question, et ça m'a paru vraiment important, de la reconnaissance des acquis liés à la participation à la recherche. Je pense que quand on prend au sérieux une recherche collaborative, moi je m'étais encore trop posé la question sous cet angle très bien explicité, voilà. Et je pense qu'il faut, Philippe, le garder en tête. Je ne sais pas bien ce qu'on pourra en faire, mais il faut le garder en tête. Et puis il restera toujours les questions sur qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, et ce qui est relié à comment faire, au fond, pour diffuser, pour transférer ces affaires-là. Est-ce que c'est juste pour nous auto-satisfaire d'avoir bien fait des belles choses, ou est-ce que ça peut, après ça, alimenter les choses? Je repère aussi que ça a été parfois évoqué aujourd'hui, mais en d'autres occasions. C'est une extrêmement riche et belle communauté, celle des écoles alternatives, des 40 et quelques écoles alternatives, mais il y a finalement quand même toujours le sentiment d'une profonde ignorance de ce qui se passe chez le voisin. Voilà.
Et puis, notre expérience de chercheur, je crois qu'on peut le dire pour à peu près tout le monde, elle est que, oui, on a affaire à un commun. Là, il y a du commun, les 17 conditions définissent un peu ce commun, et quand on rentre dans chacune des écoles, on l'a vu l'année dernière en pèlerinant déjà à travers 5 écoles, on voit du différent, on voit des caractères, des tempéraments, comme dans une famille, on n'a pas tous la même tête non plus. Et puis ensuite, quand on a la chance, comme on l'a eu à certaines occasions, d'entrer dans les classes, ben là aussi, la même équipe pédagogique qui s'est mise d'accord sur les façons de travailler, eh bien, chaque enseignant est un artiste, à mon avis, c'est le terme qui revient le mieux, qui va mettre en musique, qui va donner une interprétation de la partition sensiblement différente d'une classe à l'autre. C'est tant mieux, il n'y a aucune raison de chercher à encadrer tout ça plus que nécessaire, mais c'est aussi le signal qu'il faut porter l'attention à cette dimension-là, à cette variation-là. Je crois que c'est le temps. Oui, que je m'arrête.